Mon nom est Arthur, et je dois vous raconter quelque chose qui a complètement brisé mon monde il y a 3 semaines. J'ai 48 ans, je suis chef de projet dans le bâtiment, un homme qui a construit sa vie sur le béton, les callosités et la sueur. Au cours des 9 dernières années, j'ai été celui qui a maintenu ma famille à flot financièrement. Chaque mois, sans faute, j'ai payé les courses de mes parents, leurs médicaments, leurs visites chez le médecin, leurs factures de services publics et l'entretien incessant des 2 propriétés que possède notre famille. Je n'ai jamais porté plainte. Je n'ai jamais utilisé cela contre eux parce que je les aime. Et honnêtement, je pensais que c'était juste ce que faisaient les bons fils quand ils prenaient la relève pour être l'homme de la maison. Je travaille 60 heures par semaine. Je respire la poussière de cloisons sèches et les gaz d'échappement. Je ne suis pas millionnaire, mais je travaille assez dur pour gagner décemment ma vie, couvrant mes propres dépenses et les leurs aussi. Mon frère Kevin, d'un autre côté, a été un parasite pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Il a 35 ans, vit toujours dans sa chambre d'enfance avec nos parents et passe ses journées à sauter d'une idée d'entreprise délirante et ratée à une autre. Quand il ne perd pas d'argent, il joue aux jeux vidéo. Il n'a jamais occupé un emploi stable pendant plus de 3 mois de toute sa vie. Il a les mains douces et la bouche bruyante. Mardi dernier, j'étais assis dans le bureau de Maître Dupont. Il est l'avocat de notre famille depuis que je suis adolescent. Ma mère, Marthe, m'avait demandé de prendre un jour de congé et de venir avec elle pour discuter de quelques formalités de routine concernant la succession. Je me suis assis dans cette lourde chaise en cuir, essuyant la graisse de mes mains, supposant que je ne ferais que signer des formulaires de procuration standard. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est de découvrir que ma mère avait secrètement rédigé un Nouveau Testament. Un testament qui laissait les 2 propriétés de notre famille, la résidence principale sur l'avenue des Pins et la propriété locative sur la rue de l'Orme, exclusivement à Kevin. Les 2 maisons. Les seuls biens tangibles réels que notre nom de famille possède. Construites par mes grands-parents travailleurs qui ont survécu à la dépression et ont commencé avec rien. Je me suis assis là, le cœur battant un rythme lent et lourd contre mes côtes, fixant les documents. J'ai lu les mêmes lignes tapées encore et encore, jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Toutes les propriétés immobilières, y compris la résidence familiale sur l'avenue des Pins et la propriété locative sur la rue de l'Orme, seront léguées à Kevin Robert Miller. Pas une seule mention de mon nom nulle part dans la section de l'héritage. Pas un pourcentage. Pas une note de bas de page, rien. Waouh, ses parents sont vraiment nuls. Je veux dire, comment pouvez-vous exclure complètement le gars qui vous abrite? Même pas un pourcentage. Qu'est-ce que vous feriez si vous découvriez que vos parents vous ont fait ça? Il doit y avoir une erreur, ai-je dit, ma voix tombant à un grave rugueux et dangereux. J'ai levé les yeux vers Maître Dupont. L'avocat a ajusté ses lunettes, refusant de croiser mon regard directement. Il s'est agité inconfortablement dans son costume coûteux. Je crains que non, Arthur. Votre mère a été très précise quant à ses souhaits lorsqu'elle est venue me voir le mois dernier. J'ai lentement tourné la tête pour regarder ma mère. Elle fixait rigidement le bureau. En acajou, ses doigts serrant la sangle de son sac à main. Maman, ai-je dit, luttant pour garder le tremblement d'une fureur absolue hors de ma voix. C'est vraiment ce que tu veux. Elle s'est finalement forcée à croiser mon regard. Et ce que j'y ai vu n'était pas seulement de la culpabilité. C'était un sentiment d'entitlement maternel obstiné et tordu. Arthur, tu es un homme qui s'est fait tout seul, a-t-elle dit, la voix défensive. Tu as ta propre vie. Ta propre maison. Kevin a besoin d'un filet de sécurité. Il a besoin d'un endroit où vivre. Il a besoin de sécurité. Sécurité? Je me suis levé si
Vite que mes lourdes bottes de travail ont raclé bruyamment le parquet, faisant tressaillir l'avocat. Qu'en est-il de la sécurité que je fournis depuis 9 ans? Ai-je exigé? Qu'en est-il des dizaines de milliers de dollars de mon argent durement gagné que j'ai dépensé pour mettre de la nourriture dans votre réfrigérateur, pour chauffer en hiver et pour réparer le toit de ces deux maisons? C'est différent, a-t-elle balbutié, son visage rougissant. C'est juste aider la famille. Ces maisons, elles doivent rester la fondation de Kevin. Il est fragile, Arthur. Mon sang s'est glacé. La rage que je ressentais ne concernait pas seulement les factures d'épicerie mensuelles. Il s'agissait du poignard enfoncé dans mon dos il y a 3 ans. Un poignard que mes parents faisaient semblant de ne pas exister. Un filet de sécurité. Je me suis rapproché d'elle, ma voix tombant à un murmure qui résonnait plus fort qu'un cri. Il y a 3 ans, ton fils fragile a falsifié ma signature sur des documents fédéraux pour obtenir un prêt de 35 000 $ pour une arnaque de crypto-monnaie. Il a commis une fraude fédérale. Maman, il risquait 5 ans dans un pénitencier d'État. Et qui l'a renfloué? Qui a vidé ses économies pour rembourser ses 35 000 $ en une seule fois? Pour que la banque ne porte pas plainte. Ma mère s'est recroquevillée sur sa chaise, ses lèvres tremblantes. Arthur, s'il te plaît. Non, ne me dis pas Arthur, s'il te plaît, ai-je claqué. Papa m'a regardé dans les yeux et m'a juré. Juré devant Dieu que si je remboursais la dette criminelle de Kevin et le gardais hors de prison, la maison de la rue de l'Orme me serait transférée en compensation. C'était l'accord. J'ai acheté sa liberté avec ma sueur, et vous m'avez promis des capitaux propres. Et maintenant, vous donnez la maison que j'ai payée pour entretenir, et la maison pour laquelle j'ai payé une rançon au voleur même qui m'a volé. Maître Dupont a raclé sa gorge nerveusement. Peut-être devrions-nous discuter de cette affaire familiale privée à la maison, Arthur. J'ai pris mon casque de protection sur le bureau. Mes mains tremblaient, non de tristesse, mais d'un profond dégoût volcanique. Non, Dupont. Je pense que j'ai entendu exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Tu as fait ton choix. Je suis sorti de ce bureau. La lourde porte en chêne a claqué derrière moi. Le trajet de retour vers mon chantier fut un flou de lignes d'autoroute et de colère aveuglante. 9 ans à sacrifier mon propre fonds de retraite. 9 ans à travailler les week-ends, à rater ma propre vie pour m'assurer qu'il ne manque de rien. Et c'était le paiement ultime, s'assurer que le fil qu'il est a saigné à blanc obtient tout pendant que le fils qui a saigné pour eux n'obtient rien. Quand je suis rentré chez moi, dans ma propre maison calme et vide ce soir-là, je n'ai pas bu un verre. Je n'ai pas allumé la télévision. Je suis allé directement dans mon bureau à domicile, j'ai démarré mon ordinateur et j'ai fait quelque chose qu'un fils ne devrait jamais avoir à faire. J'ai ouvert mes archives bancaires. Je suis chef de projet. Toute ma carrière est basée sur le suivi des coûts, de la main-d'œuvre et des matériaux. J'ai sorti les feuilles de calcul. J'ai remonté 9 ans en arrière, mois par mois, année par année. J'ai calculé les livraisons d'épicerie. J'ai calculé les factures d'essence, d'eau et d'électricité pour l'avenue des Pins et la location de la rue de l'Orme. J'ai ajouté les médicaments, les primes d'assurance habitation. J'ai secrètement couvert la réparation de la chaudière en 2018, la nouvelle plomberie en 2020. Puis tout en bas de la colonne, j'ai ajouté le virement bancaire de 35 000 $ qui a évité à mon frère criminel de porter une combinaison de prison. J'ai appuyé sur le bouton de somme. Le chiffre a clignoté à l'écran, éclatant en pixels blancs sur le moniteur sombre. 254 830 $. Plus d'un quart de million. Un quart de million de dollars extraits de mon travail physique, remis à des gens qui ne
Me considéraient même pas digne d'une note de bas de page dans leur héritage. Attendez, quoi? $250 000? Cette femme doit avoir quelque chose qui ne va pas dans la tête pour se comporter ainsi. Ils ont protégé un criminel et ont utilisé Arthur comme un distributeur automatique. Combien de temps pouvait-il encore supporter cet abus? Je me suis adossé à ma chaise, fixant le chiffre jusqu'à ce que ma vision se brouille. Je ne ressentais plus de tristesse. Le chagrin avait été instantanément incinéré par une clarté froide et calculatrice. J'avais été un imbécile. J'avais été une bête de somme financière. Aveuglé par le mot « famille ». Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait altérer de façon permanente le fondement de notre lignée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. J'ai fait une cafetière de café noir, me suis assis à mon îlot de cuisine avec mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. Je n'ai pas seulement annulé des choses. J'ai exécuté une démolition financière systématique. Tout d'abord, je me suis connecté à ma banque et j'ai supprimé définitivement les virements récurrents vers leur compte courant joint. Ensuite, j'ai appelé les compagnies de services publics, électricité, gaz, eau, Internet et télévision premium pour l'avenue des Pins et la rue de l'Orme. Tout a été déconnecté de ma carte de crédit. J'ai annulé le service hebdomadaire de livraison de courses. J'ai annulé le paysagiste qui tondait leur pelouse. J'ai même appelé la pharmacie et retiré ma carte de leur dossier pour les médicaments contre l'hypertension de mon père. Chaque clic de souris, chaque appel téléphonique me donnait l'impression qu'un parpaing de 100 livres était soulevé de ma poitrine. Pendant 9 ans, j'avais porté le poids étouffant de leur survie. À 8 heures du matin, j'avais brutalement sectionné chaque artère financière que j'avais construite pour eux. Puis j'ai imprimé la feuille de calcul. 5 pages de lignes agrafées avec le grand total surligné d'un épais marqueur jaune. J'ai conduit mon camion jusqu'à l'avenue des Pins. Mon père, Raymond, était assis sur le porche d'entrée, lisant le journal du matin. Il a levé les yeux, surpris de me voir pendant les heures de travail. Ma mère est sortie de la porte, moustiquaire, s'essuyant les mains sur un torchon, un sourire contraint et nerveux sur le visage. Elle faisait semblant que la veille n'avait pas eu lieu. « Arthur, » a dit mon père, pliant son journal. « Qu'est-ce qui t'amène ? » « Nous ne t'attendions pas. » J'ai monté les marches en béton, des marches que j'avais réparées moi-même il y a 5 ans, et j'ai claqué le paquet de papier agrafé sur la table de patio. Nous devons avoir une conversation très claire, très définitive, ai-je dit, ma voix dépourvue de toute chaleur. Ma mère a regardé les papiers, son sourire nerveux vacillant. « Arthur, s'il te plaît, à propos d'hier tu comprendras quand tu auras un moment pour te calmer. Kevin a juste besoin, je suis complètement calme, maman. Regarde le papier. » Mon père a mis ses lunettes de lecture et a ramassé le paquet. Ses yeux ont parcouru la première page, puis la seconde. La couleur a commencé à disparaître de son visage buriné. « Arthur, qu'est-ce que c'est ? » C'est un grand livre détaillé. Des 254 830 $ que j'ai dépensés pour maintenir cette famille en vie au cours des 9 dernières années, ai-je dit, ma voix résonnant sur le bardage en briques. Cela inclut les courses que vous avez mangées ce matin, l'électricité qui alimente votre télévision, et les 35 000 $ que j'ai payés pour éviter à votre plus jeune fils la prison fédérale pour falsification. Mon fils, tu sais que nous apprécions, mon père a commencé. Non, vous n'appréciez pas. Les jeux coupés, me rapprochant de lui. L'appréciation, c'est le respect. Ce que vous avez fait, c'est de l'exploitation. Vous m'avez menti, papa. Vous m'avez serré la main et m'avez dit que la rue de l'Orme était à moi si je sauvais Kevin. Vous avez utilisé mon honneur contre moi pour protéger un voleur. C'est ton frère. Ma mère a crié.
Ce n'est pas un voleur. Il a juste fait une erreur. Il a falsifié ma signature sur des documents financiers. Et votre réponse est de le récompenser avec un domaine de 400 000 $ pendant que je paie le prix de son mode de vie. J'ai pointé un doigt calleux vers les papiers. Lisez sur mes lèvres. À 8 heures ce matin, j'ai annulé chaque paiement. Les services publics, les courses, l'assurance, tout. Mon père a laissé tomber les papiers sur la table. Arthur, tu ne peux pas être sérieux. Nous avons un revenu fixe. Nous ne pouvons pas nous permettre toutes ces factures avec la sécurité sociale. Alors je vous suggère de monter à l'étage, de réveiller l'enfant de 35 ans qui dort dans la chambre d'amis, et de lui dire de trouver un emploi, ai-je dit, monton glacial. Il hérite de propriétés d'une valeur de près d'un demi-million. Il est temps qu'il apprenne à payer la facture d'électricité. C'est vindicatif, Arthur. Ma mère a sangloté, serrant sa poitrine. Tu nous punis d'avoir essayé de protéger ton frère. J'ai regardé ces deux personnes, les parents que j'avais vénérés, les gens pour qui je m'étais cassé le dos à servir, et je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'une résolution creuse et métallique. Si je ne suis pas digne d'hériter des propriétés que j'ai achetées et payées, ai-je dit, regardant mon père droit dans les yeux, alors je ne suis plus responsable de leur entretien. Vous avez fait votre lit. Maintenant, laissez Kevin le faire pour vous. C'est une façon très créative de donner une leçon à un idiot. Tu as fait ton lit. Laisse Kevin le faire pour toi. Qui penses-tu qu'il s'attend à ce qu'il continue de payer? L'un d'entre vous a-t-il déjà dû couper les ponts avec un membre de sa famille toxique de cette façon? Je leur ai tourné le dos, j'ai descendu les escaliers et je suis monté dans mon camion. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en partant. Il a fallu seulement 2 semaines pour que la réalité de mon absence les frappe comme un train de marchandises. Lorsque vous retirez les piliers qui soutiennent une structure en décomposition, l'effondrement est rapide et brutal. Le premier domino à tomber a été la location de la rue de l'Orme. La compagnie d'électricité a coupé l'électricité. Ma mère a essayé de m'appeler 6 fois ce jour-là. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran de mon téléphone pendant que je déjeunais sur une poutre en acier à 3 étages dans les airs. J'ai laissé sonner, mâchant mon sandwich en toute tranquillité. J'ai finalement mis leur sonnerie de contact en silencieux. La deuxième vague a frappé leur résidence principale sur l'avenue des Pins. Le forfait câble premium qu'ils aimaient tant a disparu. L'Internet au débit a été coupé. Soudain, mon père ne pouvait plus regarder ses tournois de golf et Kevin ne pouvait plus jouer à ses jeux multijoueurs en ligne. À la 3e semaine, la sécheresse financière était extrême. Il rationnait la nourriture. Je savais tout cela non pas parce qu'il me l'avait dit, mais parce que Madame Duval, leur voisine d'à côté depuis 20 ans, m'a pris en embuscade sur mon chantier de construction actif. J'étais en train de revoir les plans sur le capot de mon camion quand elle est arrivée. Elle a navigué à travers la poussière et le gravier, l'air profondément préoccupé. Arthur, a-t-elle dit, la voix tendue. Je dois te parler de tes parents. Je n'ai pas posé les plans. Bonjour, Madame Duval. Je suis au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont des difficultés. C'est grave. Ton père, Raymond, a demandé hier à mon mari s'il connaissait quelqu'un dans le quartier qui avait besoin de nettoyer ses gouttières ou de tondre sa pelouse. Il a 76 ans, Arthur. Il cherche du travail manuel à la journée. Et ta mère rend des articles à l'épicerie Pars. Quel manque de monnaie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours été leur pilier. J'ai lentement roulé les plans et les ai placés dans un lourd tuban PVC. J'ai regardé Madame Duval, une femme douce qui me préparait des tartes quand j'étais enfant.
Je savais ce que mes parents faisaient. Ils jouaient les victimes, laissant le quartier penser que leur fils cruel et riche les avait abandonnés sans raison. Vous ont-ils dit pourquoi j'ai arrêté de payer leur facture, Madame Duval, ai-je demandé calmement. Elle s'est agitée. Inconfortablement. Ils ont juste dit que tu t'étais fâché à propos de quelques papiers. Papiers? J'ai laissé échapper un rire sec et sans humour. Vous? Ont-ils dit que ces papiers étaient un testament secret donnant tous leurs biens à Kevin? Vous ont-ils mentionné que j'ai dépensé plus d'1/4 million de dollars pour les soutenir ces 9 dernières années? Les yeux de Madame Duval sont écarquillés, sa mâchoire tombant légèrement. 1/4 million? Non. Ils n'ont pas dit ça. Vous ont-ils aussi dit? J'ai fait un pas de plus. Ma voix basse et stable. Qu'il y a 3 ans, Kevin a commis une fraude télématique. Il a falsifié ma signature pour un prêt de 35 000 $ et a tout perdu. J'ai remboursé la somme pour le garder hors de prison fédérale parce que mes parents m'ont promis la maison de la rue de l'Orme en retour. Et maintenant, ils ont secrètement légué les 2 maisons aux voleurs. Madame Duval a reculé. Physiquement, sa main s'envolant vers sa bouche. Kevin fraude. Oh mon Dieu. Arthur. Je n'avais aucune idée. Je pensais, vous pensiez que j'étais juste un mauvais fils abandonnant ses parents impuissants, ai-je terminé pour elle. Je ne le suis pas. Je suis un homme qui a finalement cessé de laisser sa famille le voler à l'aveuglette. Si Kevin veut les maisons, Kevin peut payer les factures. Bonne journée, Madame Duval. Elle a quitté le chantier l'air d'avoir vu un fantôme. Je savais que le moulin à ragots du quartier ferait son travail avant la tombée de la nuit. Mais la pression sociale ne s'est pas arrêtée là. Les gens qui sont à l'aise pour dépenser votre argent sont toujours les plus outrés lorsque le distributeur automatique s'arrête. Le point de rupture est survenu un dimanche soir. J'étais dans mon garage en train de reconstruire un carburateur sur une vieille Mustang quand une ombre est tombée sur l'allée. C'était le pasteur Thomas de l'église de mes parents. Il se tenait là dans son costume sombre, tenant une Bible, regardant mes mains tachées de graisse avec un mélange de pitié et de jugement vertueux. Arthur, a-t-il dit de sa voix pastorale apaisante et habituelle, ta mère est venue me voir. C'est une femme brisée. Je suis venu ici pour te parler du devoir biblique d'honorer ton père et ta mère et de la grâce du pardon. J'ai essuyé mes mains sur un gros chiffon de garage, jetant ma clé sur l'établi avec un bruit métallique. Je ne l'ai pas invité à l'intérieur. Pasteur Thomas, ai-je dit, appuyé contre l'aile de la voiture. Je respecte la soutane, mais je n'ai pas besoin d'un sermon dans mon propre garage. Laissez-moi vous poser une question théologique. Il a cligné des yeux, clairement déstabilisé par mon attitude agressive. Allez-y, mon fils. Si quelqu'un de votre troupeau volait son propre frère de 35 000 $ par fraude criminelle, et que les parents récompensaient ce voleur avec tout le patrimoine familial tout en vidant le portefeuille de la victime pendant 9 ans, pour financer le mode de vie du voleur. Comment appelleriez-vous cela? Appelleriez-vous cela une famille ou un cartel? Le visage du pasteur a rougi. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les biens terrestres sont éphémères. Arthur. L'amertume ronge l'âme. La famille est liée par le sang et l'amour. Inconditionnel. Amour inconditionnel? J'ai ricané, le pointant du doigt. Mon amour a été inconditionnel pendant 9 ans. Leur amour était très conditionnel. Il était conditionné à ce que je reste une bête de somme silencieuse pendant qu'il versait mon travail dans les poches de mon frère. Dieu nous dit de pardonner, pasteur. Il ne nous dit pas d'être complices de notre propre exécution financière. Vous voulez sauver une âme? Allez à l'avenue des Pins et sauvez celle de Kevin. Le pasteur Thomas m'a regardé longtemps, reconnaissant qu'il ne restait plus de culpabilité en moi à manipuler.
Il a fait un signe de tête raide et est parti. Je suis retourné à mon moteur, mes mains stables, ma conscience complètement claire. La sécheresse fonctionnait, et je savais qu'inévitablement la vraie panique allait s'installer. Semaine 5 de mon embargo financier. L'intégrité structurelle des mensonges de mes parents a finalement commencé à se fissurer. Mon téléphone a sonné à 5h30 du matin un mardi. L'identifiant de l'appelant affichait le téléphone portable de ma mère. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose dans leur m'a dit que ce n'était pas seulement un voyage de culpabilité. C'était une urgence. J'ai répondu, mettant le téléphone sur haut-parleur pendant que je la sémais. Botte à embout d'acier. Bonjour, ai-je grogné. Arthur. Oh, Dieu merci. Tu as répondu. Ma mère était hystérique. Elle ne pleurait pas seulement. Elle hyperventilait, sa voix aiguë de terreur pure. Arthur, tu dois nous aider. S'il te plaît, je t'en supplie. Nous allons tout perdre. J'ai fait une pause. Un lacet enroulé autour de mes doigts. Calme-toi. Perdre quoi? La maison. La maison de la rue de l'Orme. Elle a sangloté. Nous avons reçu des papiers. Hier. Un avis de défaut. La banque saisit. Arthur. Ils vont la prendre. J'ai froncé les sourcils, mon esprit analysant instantanément les variables. Saisie. Maman, de quoi parles-tu? Grand-père a remboursé la rue de l'Orme en 1995. Il n'y a pas d'hypothèque sur cette propriété. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Tout ce que j'entendais était sa respiration. Saccadée. Maman, ai-je dit, ma voix descendant d'une octave, tranchante. Comme une lame de rasoir. Que as-tu fait? Ton père? Elle a balbutié, les mots s'entrechoquant à travers ses larmes. Il y a 3 ans. Après les problèmes juridiques de Kevin, ton père a contracté un énorme prêt sur la valeur nette de la rue de l'Orme pour couvrir de mauvais investissements qu'il avait fait en essayant de récupérer l'argent de Kevin. Nous avons contracté une hypothèque. C'est $1 650 par mois. J'ai arrêté de respirer. La pièce a semblé basculer. Une hypothèque de $1 650 par mois. Comment, ai-je exigé, les pièces tombant dans un puzzle horrible dans mon cerveau. Comment payez-vous une hypothèque de $1 600 avec votre sécurité sociale? Nous ne le faisions pas, a-t-elle gémi. Une rage froidée absolue m'a envahi, glaçant le sang dans mes veines. Il y a 3 ans, ai-je dit, ma voix mortellement silencieuse. Vous m'avez dit que le comté avait fait une réévaluation. Vous m'avez dit que les taxes foncières sur les 2 maisons avaient explosé. Vous m'avez demandé d'augmenter mes dépôts mensuels pour couvrir les taxes. Je vous ai donné $1 700 supplémentaires par mois pendant 3 ans. Arthur, s'il te plaît, comprends. Vous m'avez menti. J'ai rugi. Le son résonnant sur les murs de ma cuisine. Oh mon Dieu. Elle lui a menti en face et a utilisé son argent pour payer l'hypothèque secrète de la maison qu'elle a donnée à Kevin. Ce genre d'intitulé me sidère à chaque fois. Comment ces gens ne sont-ils pas en prison en ce moment? Nous étions piégés, a-t-elle pleuré. Nous ne voulions pas que tu sois fâché contre ton père. Nous allions nous en sortir. J'ai fait le calcul. Instantanément. 36 mois, $1 650. J'ai payé $59 000 pour $100 pour une hypothèque. Je ne savais pas que j'existais pour une maison que je n'allais pas hériter, ai-je déclaré. La pure audace de leur trahison me rendait étourdi. Combien êtes-vous en retard? 3 mois, a-t-elle sangloté. Depuis que tu as arrêté les virements avec pénalité, nous devons plus de $5 000 pour rattraper notre retard. Et le solde total du prêt est toujours de $92 000. Ils nous ont donné 30 jours où ça va à la vente aux enchères publiques.
Si nous la perdons, l'héritage de Kevin est réduit de moitié. L'ironie était si forte que j'aurais pu m'étouffer. Ils appelaient l'homme qu'ils avaient escroqué, le suppliant de sauver le bien qu'ils avaient volé pour le fils qui l'avait volé. Et qu'est-ce que votre brillant fils entrepreneur Kevin dit? Exactement à ce sujet, ai-je demandé, ma voix dégoulinante de venin. Il n'a pas l'argent, Arthur. Tu sais qu'il est entre deux projets en ce moment. Passe-le-moi au téléphone. Arthur, il dort. J'ai dit passe-le-moi au téléphone, ai-je hurlé. J'ai entendu des bruits de pas, une dispute étouffée, puis la voix groggy et arrogante de Kevin est passée par le haut-parleur. Yo, Arthur, écoute, mec. Tu stresses vraiment maman. Tu dois te calmer. Ferme ta gueule et écoute-moi, parasite, ai-je dit. Ton héritage est actuellement en pré-saisie parce que j'ai arrêté de payer l'hypothèque secrète. Maman et papa m'ont piégé pour la financer. Si tu veux la rue de l'Orme, tu as 30 jours pour trouver $5 000 et ensuite $1 650 par mois. Après ça. Frère, je n'ai pas de capital liquide comme ça. Kevin a ricané. L'air plus agacé que paniqué. Mes actifs sont liés à l'infrastructure numérique en ce moment. Je suis un entrepreneur. Tu gagnes beaucoup d'argent en jouant avec la terre. Paie juste la banque, mec. Nous sommes une famille. Je te dis quoi, si tu sauves la maison, je parlerai à maman de te donner 20% de l'héritage. Ça te semble juste? 20%. Il m'offrait 20% d'une maison pour laquelle j'avais déjà payé une rançon et dont j'avais inconsciemment payé l'hypothèque pendant 3 ans. J'ai laissé échapper un rire grave et sombre. Ce n'était pas un son d'amusement. C'était le son d'un homme qui s'était enfin complètement détaché. Kevin, ai-je dit doucement. Oui, mon frère. Trouve un travail et gagne-le, parasite. Regarde ton empire brûler. Arthur, attends. Ma mère a crié en arrière-plan. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas seulement raccroché. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué définitivement le numéro de ma mère. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai bloqué Kevin. J'ai bloqué mes tantes, mes oncles et toute autre personne qui partageait leur ADN. Je me suis assis dans le silence de ma cuisine. Il avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être franchie. Ils ne m'avaient pas seulement pris pour acquis. Ils avaient orchestré une conspiration financière de plusieurs années contre moi pour protéger l'enfant d'or. J'ai pris mes bottes à embout d'acier, j'ai fini de les lasser et je me suis levé. Je me sentais dangereux. Je me sentais libre. Je suis sorti vers mon camion, le soleil du matin commençant juste à percer à l'horizon. Ils étaient seuls. Que la banque la prenne. Qu'ils récoltent la tempête qu'ils avaient semée. Mais je ne savais pas encore que l'univers et les minutieuses clauses juridiques du système bancaire étaient sur le point de me remettre l'arme ultime de la vengeance. Pendant 2 mois, mon monde fut entièrement silencieux. Pas d'appel téléphonique, pas de SMS, pas de messages vocaux manipulateurs laissés au milieu de la nuit. Je travaillais sur mes chantiers de construction pendant la journée, respirant l'odeur familière et réconfortante de la sciure de bois et du béton en train de sécher. Et je rentrais chez moi dans une maison calme. Pour la première fois en 9 ans, mon compte bancaire augmentait. L'argent que j'utilisais chaque mois pour subvenir aux besoins de mes parents et de mon frère s'accumulait désormais. Un témoignage tangible de ma liberté retrouvée. Je ne savais pas ce qui se passait sur l'avenue des Pins. Et je m'en fichais. J'avais chirurgicalement enlevé l'infection de ma vie. Mais l'univers a une drôle de façon d'équilibrer la balance, utilisant souvent la machinerie froide et indifférente du système bancaire pour le faire. C'était un mardi après-midi.
quand j'ai trouvé l'épaisse enveloppe certifiée glissée dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur appartenait au service juridique de la Banque nationale qui détenait l'hypothèque secrète sur la propriété locative de la rue Delorme. Je me suis tenu dans mon allée, déchirant le papier épais avec mon pouce, m'attendant à ce que ce soit une sorte d'avis final de vente aux enchères qu'il m'avait envoyé par erreur. Au lieu de cela, ce que j'ai lu a fait s'arrêter mon cœur, puis recommencer à battre avec un rythme lent, lourd et triomphant. La lettre était une notification légale formelle concernant le statut de pré-saisie de la propriété de la rue Delorme. Parce que mon compte courant personnel avait été la source d'origine des paiements hypothécaires par dépôt direct pendant 36 mois consécutifs. Le système automatisé de la banque m'avait signalé comme un principal acteur financier. Le jargon juridique était dense, mais le résultat final était d'une clarté éclatante. En tant qu'individu qui avait activement honoré la dette, j'avais le droit équitable d'intervenir. J'avais le droit légal de réparer le défaut, d'assumer la note hypothécaire et de prendre possession de la propriété pour éviter que la banque ne subisse une perte totale lors d'une vente aux enchères publiques. Mes parents avaient pratiquement abandonné la propriété, incapables de payer. La banque ne se souciait pas du nom figurant sur le testament secret. Elle ne se souciait que de savoir qui avait le capital pour maintenir le compte dans le vert. Je ne suis pas entré dans ma maison. Je suis remonté directement dans mon camion et j'ai roulé directement jusqu'au bureau de Maître Dupont, l'avocat de la famille qui était resté silencieux pendant que ma mère remettait mon héritage à Kevin. Je n'avais pas de rendez-vous. J'ai dépassé sa réceptionniste, mes lourdes bottes claquant sur le tapis et j'ai poussé la porte de son bureau. Il a levé les yeux de son bureau, surpris. « Arthur », a-t-il dit, ajustant ses lunettes. « C'est très irrégulier. Je ne peux pas discuter de la succession de vos parents avec vous. Vous avez très clairement exprimé votre position. » J'ai jeté la lettre certifiée de la banque sur son bureau en acajou immaculé. Je ne suis pas ici pour discuter de leur succession, Dupont. Je suis ici pour discuter de ma propriété. Lisez-la. Il a hésité, puis a pris le document tandis que ses yeux parcouraient la formulation juridique. Son calme professionnel a vacillé, ses sourcils se sont levés et il a lu la deuxième page 2 fois. Il vous offre le droit d'assumer, a murmuré Dupont presque incrédule. Parce que vous étiez la seule source des paiements et parce que Raymond et Marthe ont formellement ignoré les avis de défaut, la banque vous permet de contourner la vente aux enchères. Est-ce légal, ai-je demandé, ma voix dure et plate. Parfaitement légal, a admis Dupont, posant le papier. C'est une tactique d'atténuation standard pour les banques afin d'éviter les frais juridiques d'une saisie complète. Si vous payez les arriérés, les frais de retard et les coûts d'assomption, l'hypothèque et le transfert de titres vous reviennent, peu importe ce que dit le testament de votre mère. La banque détient la première hypothèque. Elle peut passer outre ses souhaits pour satisfaire la dette. Combien ? Ai-je demandé. Dupont a regardé le bas de la page. Pour remettre le compte à jour et traiter l'assomption, 18 400 $. J'ai regardé l'avocat. 18 000 $ pour une maison d'une valeur de plus de 200 000 $. Une maison dans laquelle j'avais déjà investi 59 000 $. Une maison que mes parents m'avaient volée pour la donner à un criminel. Rédiger les documents d'assomption. Je lui ai dit. Je vais à la banque pour obtenir un chèque de banque. Dans les 7 jours ouvrables, la machinerie juridique s'est refermée comme un piège en acier. J'ai remis un chèque de banque de 18 400 $. De l'argent que j'avais facilement économisé en coupant les vivres à ma famille. J'ai signé les documents d'assomption. Le titre a été transféré, enregistré au bureau du greffier du comté et estampillé. J'étais propriétaire de la maison de la rue Delorme. Le
Samedi suivant, je me suis rendu à la propriété. Les locataires qui y vivaient auparavant avaient déménagé il y a des mois lorsque ma mère a cessé de payer la société de gestion immobilière. J'ai pris un lourd pied de biche en fer de mon camion, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai forcé les vieilles serrures, cassant le pêne dormant d'un coup d'épaule. La maison sentait la bière éventée et l'herbe bon marché. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi Kevin utilisait la location vacante comme son salon entrepreneurial personnel et son unité de stockage pour échapper à mes parents. Le salon était saccagé avec des boîtes de pizza vides, une télévision à écran plat massive, une console de jeux et des boîtes de plateformes de minage de crypto-monnaies sans valeur qu'il avait abandonnées. Je n'ai pas ressenti une once de pitié. Je suis allé à mon camion, j'ai pris une boîte de sacs de débris noirs robustes et je me suis mis au travail. J'ai fourré sa console de jeu, ses fils, ses ordurés. Ses notes de start-up ridicules dans les sacs. Je les ai traînés jusqu'au trottoir. J'ai changé chaque serrure des portes extérieures. Puis j'ai appelé une équipe de nettoyage professionnel et un gestionnaire immobilier fiable que je connaissais grâce à mes contacts dans le bâtiment. En 2 semaines, la maison était impeccable. Les murs étaient fraîchement peints, et un jeune couple travailleur avec un nouveau-né a signé un bail pour $1200 par mois. J'avais légalement, proprement et définitivement amputé l'héritage de mon frère. Oui, je suis tellement content que ce type lui ait donné une leçon. Il lui a littéralement pris la maison sous le nez légalement et a jeté les ordures de Kevin. Le culot de ce gars de penser qu'il pouvait continuer à prendre. Pensez-vous que les parents réaliseront un jour à quel point ils ont été horribles? Les retombées ont été nucléaires et je n'ai pas eu à attendre longtemps pour en entendre parler. 3 semaines après l'emménagement des nouveaux locataires, Madame Duval m'a retrouvé sur un nouveau chantier de charpente commerciale. Elle n'avait pas l'air inquiète cette fois. Elle avait l'air absolument sous le choc. Arthur, a-t-elle soufflé, me tirant à l'écart près de l'échafaudage. C'est un désastre. Un désastre complet sur l'avenue des Pins. J'ai pris une gorgée de mon café noir de mon thermos. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Duval? Kevin, a-t-elle dit, sa voix tombant à un murmure. Il a emmené ses copains sur la rue de l'Orme pour passer du temps, et il a vu un étranger tondre la pelouse. Il est devenu absolument fou. Il a commencé à crier sur le pauvre homme, exigeant de savoir ce qu'il faisait sur sa propriété. L'homme lui a montré le contrat de location avec ton nom dessus comme propriétaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire d'un air sombre et froid au coin de ma bouche. Et puis Kevin est retourné à l'avenue des Pins comme un fou. Elle a continué, j'étais dans mon jardin. J'ai tout entendu par leurs fenêtres ouvertes. Il a commencé à crier sur ta mère, l'accusant de l'avoir trahi. Criant que tu avais volé sa maison. Mais Arthur, c'était ton père. Raymond a finalement craqué. Cela a retenu mon attention. Mon père avait passé toute sa vie à être un complice passif, laissant ma mère chouchouter Kevin pendant que je faisais le gros du travail. Ton père a rugi sur lui? Madame Duval a dit, les yeux écarquillés. Je n'ai jamais entendu Raymond élever la voix comme ça. Il a dit à Kevin qu'il était un parasite paresseux et inutile. Il lui a dit que tu n'avais pas volé la maison. Tu as juste repris ce que tu payais pendant que Kevin était assis sur le canapé à jouer. Ta mère pleurait, les suppliant d'arrêter. Mais Raymond a dit à Kevin de faire ses valises et de partir. Il l'a jeté dehors, Arthur. Kevin a fait 2 sacs de voyage et est parti dans sa voiture rouillée. Il est parti. J'ai digéré cette information lentement. L'enfant d'or avait finalement été expulsé. L'illusion s'était brisée. Merci de me l'avoir dit, Madame Duval, ai-je dit doucement.
Il y a encore une chose, a-t-elle dit, fouillant dans son sac à main. Elle a sorti un petit morceau de papier plié. Ta mère m'a demandé de te donner ça. Elle m'a supplié. Elle a dit qu'elle savait que tu avais bloqué leur numéro. Mais elle avait besoin de te voir juste une fois. J'ai pris le papier. C'était l'écriture tremblante de ma mère, demandant simplement à me rencontrer dans un restaurant en bordure de la ville, terrain neutre. J'ai attendu 3 jours avant d'y aller, les laissant s'installer dans la réalité inconfortable de leur action. Quand je suis finalement entré dans le restaurant, j'ai vu ma mère assise dans une cabine à l'arrière. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 3 mois. Ses cheveux étaient plus fins. Les cernes sous ses yeux étaient meurtries et lourds, et ses mains tremblaient en tenant sa tasse de café. Je me suis glissé dans la cabine en face d'elle. Je n'ai rien commandé. Arthur, a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant instantanément. Merci. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai 10 minutes, maman. Parle. Elle a fouillé dans une grande enveloppe manila à côté d'elle et a glissé une épaisse pile de documents juridiques sur la table en formica collante. J'ai jeté un coup d'œil à la première page. C'était un acte de cession rapide, un instrument juridique utilisé pour transférer des intérêts dans l'immobilier. La propriété listée était la résidence principale sur l'avenue des Pins. J'ai fait rédiger sa part. Maître Dupont hier, a-t-elle dit, les larmes coulant sur ses cils, traçant des sillons dans son maquillage. C'est à toi, Arthur. L'avenue des Pins. Je l'ai signé. C'est notarié. Nous transférons la maison à ton nom entièrement. Libre de toute charge. J'ai fixé les documents. Quelle est l'arnaque? Tu t'attends à ce que je réactive le robinet financier? Non, a-t-elle sangloté, secouant frénétiquement la tête. Pas d'arnaque, pas de condition, Arthur. Quand Kevin a commencé à me crier dessus, quand il m'a regardé avec une telle haine pure. Parce qu'il ne pouvait plus obtenir d'argent gratuit, ça a brisé le sortilège. Je l'ai vu pour ce qu'il est, et j'ai vu ce que nous t'avons fait. Nous t'avons traité comme une banque, pas comme un fils. Nous avons pris ta sueur et ton honneur, et nous les avons jetés. Je ne veux pas ton argent. Je veux juste que tu aies ce que tu as gagné. C'est la seule façon pour moi de dormir la nuit. J'ai regardé la femme qui m'avait donné naissance, une femme complètement brisée par la réalisation de sa propre parentalité toxique. J'ai pris un stylo de ma poche de veste, j'ai cliqué dessus et j'ai tiré les documents vers moi. Mais avant de signer l'acceptation, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je prendrai la maison, ai-je dit, ma voix vibrant d'une autorité absolue. Parce qu'elle m'appartient légitimement, et je vais te faire une proposition. Toi et papa pouvez vivre sur l'avenue des Pins gratuitement pour le reste de votre vie. Naturel. Je paierai les taxes foncières. Je paierai les réparations structurelles majeures parce que c'est mon bien maintenant. Son visage s'est illuminé d'un espoir désespéré et pathétique. Oh, Arthur, merci. Je n'ai pas fini. Je l'ai coupé. Je te donnerai $350 par mois pour les courses. Pas un sou de plus. Vous paierez votre propre électricité, votre propre eau, votre propre câble. Vous vivrez dans les limites de vos moyens de sécurité sociale, mais voici la condition du serment de sang. Maman, écoute-moi très attentivement. Elle a hoché la tête frénétiquement, suspendue à chacun de mes mots. Si Kevin remet un jour les pieds dans cette maison, s'il déplace un seul carton dans ce garage, si toi ou papa me demandait un jour de lui donner un sou, ou de le tirer d'une autre de ces combines frauduleuses, l'accord est caduc. Je vous expulserai légalement, je vendrai la maison à un promoteur, et vous pourrez aller vivre dans une maison de retraite gérée par l'État. Avons-nous une entente? Elle n'a pas hésité. Oui.
Oui, Arthur, nous comprenons. Kevin est exclu. J'ai signé les papiers. J'avais conquis l'empire qui avait essayé de m'exiler. Je possédais tout, mais Kevin, désespéré et acculé, n'était pas encore prêt à se rendre. Un rat acculé essaiera toujours de mordre, même s'il n'a pas de dents. 2 semaines après l'enregistrement de l'acte de propriété de l'avenue des Pins A. Mon nom, mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro local que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu en examinant un manifeste de fourniture à mon bureau. Arthur Miller a demandé une voix suave et trop confiante. C'est moi, qui est-ce? Mon nom est David Patterson. Je suis avocat dans la région des Trois-Comtés. Je représente officiellement votre frère, Kevin Miller, dans un litige civil en cours concernant la manipulation de succession et la contrainte exercée sur des personnes âgées. Je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau et j'ai éclaté d'un rire franc et sonore. Contrainte sur des personnes âgées. C'est une expression forte pour un avocat de centre commercial. David, vous pouvez rire tant que vous voulez, monsieur Miller. A dit Patterson, son ton devenant agressif. Mon client m'a informé que vous avez malicieusement orchestré une prise de contrôle hostile de son héritage légitime. Vous avez manipulé une assomption bancaire pour voler la propriété de la rue de l'Orme. Et vous avez contraint votre mère âgée et émotionnellement détresse à vous céder la propriété de l'avenue des Pins. Nous nous préparons à intenter un procès pour faire annuler l'acte de cession rapide et enquêter sur l'assomption de la rue de l'Orme pour mauvaise foi. C'est ça, ai-je dit. Ne ressentant aucune anxiété, seulement le frisson froid et vif d'un bourreau. Sur le point de laisser tomber la lame. Et quelle est la demande de règlement de votre client? Mon client est prêt à être raisonnable, a dit Patterson. Suavement. Si vous transférez immédiatement la rue de l'Orme à son nom et restituez l'avenue des Pins à la succession de vos parents, nous refuserons de réclamer des dommages et intérêts pour votre abus financier. Abus financier. Ai-je répété, goûtant l'audace pure de ces mots. David, laissez-moi vous poser une question. Travaillez-vous ce dossier sur une base d'honoraires conditionnelle, espérant un règlement rapide pour obtenir vos 30%? Ma structure d'honoraires est sans importance. Elle est très pertinente. Les jeux interrompus, ma voix se transformant en un grognement grave et menaçant. Parce que vous êtes sur le point de travailler gratuitement. Laissez-moi vous dire quelque chose que votre client a opportunément omise lors de sa consultation. J'ai ouvert un fichier numérique sur mon ordinateur. Je garde toujours les reçus. Premièrement, le transfert de l'avenue des Pins a été exécuté par Maître Dupont, un avocat spécialisé dans les successions respectées, qui a enregistré une déposition vidéo de ma mère confirmant qu'elle était saine d'esprit, agissant sans aucune contrainte, et tentant de faire restitution pour des fautes financières passées. Votre allégation de contrainte est morte à l'arrivée. J'ai entendu le silence à l'autre bout de la ligne. Deuxièmement, l'assomption de la rue de l'Orme était parfaitement légale parce que j'étais là. Seule entité à payer l'hypothèque pendant 3 ans. Une hypothèque que j'ai été dupé à payer, mais ce n'est que du droit immobilier. Parlons du droit pénal. David. De quoi parlez-vous? A demandé Patterson, sa confiance glissante commençant à se fracturer. Kevin a-t-il mentionné la fraude télématique fédérale de $35 000 qu'il a commise il y a 3 ans, ai-je demandé doucement. A-t-il mentionné qu'il a falsifié ma signature sur une demande de prêt? Parce que j'ai les documents originaux falsifiés. J'ai la trace numérique des adresses IP remontant à son ordinateur sur l'avenue des Pins. Et j'ai le reçu de virement bancaire prouvant que j'ai payé la banque pour abandonner les accusations fédérales. Le silence sur la ligne était si profond que j'entendais Patterson respirer. Je n'ai jamais présenté ces documents au procureur, David. Parce que mes parents m'ont supplié de garder cela en famille. Mais si vous déposez un seul document devant un tribunal civil contre moi, je me rendrai au
Bureau du procureur demain matin. Je leur remettrai les preuves de falsification. Il n'y a pas de prescription pour la fraude télématique fédérale. Je veillerai à ce que votre client passe les 5 à 10 prochaines années dans un pénitencier fédéral. Monsieur Miller, a balbutié Patterson. Je sais. Allégations ne m'ont pas été divulguées. Je vous suggère d'appeler votre client et de lui demander à propos du prêt crypto, ai-je dit. Et après l'avoir fait, je vous suggère de perdre mon numéro. J'ai raccroché. Je n'ai plus jamais entendu parler de David Patterson. 48 heures plus tard, maître Dupont a appelé pour m'informer que Patterson avait formellement retiré sa représentation de Kevin Miller. La pathétique contre-attaque s'était effondrée avant qu'un seul coup ne soit officiellement tiré au tribunal. J'ai découvert plus tard par le biais des rumeurs de voisinage ce qui était arrivé à Kevin. Sans avocat disposé à prendre son affaire frauduleuse, sans héritage à exploiter et sans parents à exploiter, la réalité l'a frappé avec la force d'une enclume. Il ne pouvait pas se permettre son mode de vie. Il a été expulsé du canapé de l'ami chez qui il logeait. Acculé à la survie pure, l'entrepreneur de 35 ans a dû se rendre dans un entrepôt logistique local, enfiler un gilet haute visibilité et prendre un emploi au salaire minimum à charger des palettes. Pendant le quart de nuit, il a loué une petite chambre miteuse dans une pension de famille de l'autre côté de la ville. Le parasite était enfin forcé de se nourrir lui-même. Il faut beaucoup de temps pour reconstruire une fondation après avoir dénudé une maison jusqu'à ses montants. 6 mois après notre nouvel arrangement, la dynamique entre mes parents et moi avait complètement transformé. Sans le brouillard toxique de l'exploitation financière qui planait sur nous, un respect étranger sans précédent a fleuri. Je m'arrêtais sur l'avenue des Pins une fois par semaine. Je ne venais pas réparer un tuyau cassé ou déposer un chèque. Je venais simplement en tant que fils. Le changement en eux fut profond. Sans mon capital infini les protégeant des conséquences, ils ont appris la valeur $1. Mon père, Raymond, dépouillé de son rôle de complice passif, a retrouvé sa fierté. Il a commencé à faire du bénévolat dans une banque alimentaire locale, utilisant son temps pour aider réellement les gens plutôt que de gérer les délires de son fils. Il me regardait dans les yeux quand nous nous serrions la main. Il me respectait en tant que patriarche de la famille. Ma mère, Marthe, a rejoint un cours d'art communautaire. Elle a appris à gérer les $350 que je leur donnais, en les combinant avec leur sécurité sociale pour vivre une vie modeste et calme. Ils économisaient leurs sous pour faire un petit tour en bus jusqu'au Grand Canyon, un voyage qu'ils payaient eux-mêmes. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment apprécié de m'asseoir sur leur porche et de boire une bière avec eux. La culpabilité avait disparu. La manipulation était morte. 2 années complètes se sont écoulées. J'avais 50 ans. Mon entreprise de construction était en plein essor. Et les deux, la rue de l'Orme et l'avenue des Pins, prenaient de la valeur. Puis un mardi soir, mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran. C'était Kevin. Je ne lui avais pas parlé depuis que je lui avais dit de regarder son empire brûler. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Arthur. Sa voix est passée par le haut-parleur. Elle ne sonnait pas arrogante. Elle ne sonnait pas suave. Elle sonnait fatiguée. Elle sonnait comme un homme qui avait passé 2 ans à soulever des choses lourdes. Qu'est-ce que tu veux, Kevin, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Je ne demande pas d'argent, a-t-il dit rapidement. Je jure. Je voulais juste t'appeler. Je me marie le mois prochain. J'ai fait une pause, sincèrement surpris. Mariée? Oui. Elle s'appelle Sarah. Elle est infirmière aux urgences. Elle travaille de nuit.
Elle est dure, Arthur. Elle ne supporte aucune de mes conneries. Quand nous nous sommes rencontrés, elle a regardé ma vie, mes excuses, et elle m'a dit que j'étais pathétique. Personne ne m'avait jamais dit ça en face avant, à part toi. J'ai écouté, appuyé contre le comptoir de ma cuisine. C'est ça? Oui. Écoute, Arthur. Je travaille à l'entrepôt depuis 2 ans. Je viens d'être promu chef d'équipe. Je paie mon propre loyer. Je paie ma propre assurance automobile. J'ai des callosités sur les mains. Il a pris une respiration saccadée. J'appelle pour m'excuser de la fraude, du sentiment d'entitlement, de tout. Sarah m'a fait réaliser que j'étais un enfant, et je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Tu ne m'as rien volé. Tu as repris ce que tu avais construit. J'ai fixé le mur. Sentant un nœud lourd dans ma poitrine commencer lentement à se défaire. Je ne l'ai pas pardonné instantanément. On n'efface pas $250 000 de fraude fédérale avec un coup de fil, mais j'ai reconnu le ton de sa voix. C'était de la reddition de compte. Je ne le mérite pas, je sais, a continué Kevin doucement. Mais j'envoie une invitation au mariage. J'aimerais que tu sois là. Maman et papa viennent. Je veux retrouver mon frère. Si tu es ouvert, envoie l'invitation, Kevin, ai-je dit. Je la lirai. Je suis allé au mariage. J'étais assis au dernier banc. Kevin avait l'air plus vieux, son visage plus émacié, sa posture dépourvue de cette démarche arrogante qu'il arborait auparavant. Sarah, sa fiancée, était exactement comme il l'avait décrite, aux yeux vifs, ancrée, une femme qui exigeait un travail acharné de son partenaire. Pendant la réception, Kevin est venu à ma table, m'a serré fermement la main et m'a regardé dans les yeux. Pas d'exigence, pas de requête, juste un homme reconnaissant un autre homme. Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis. Nous ne le serons probablement jamais. Mais nous avons commencé à dîner une fois par mois. La famille n'avait pas été détruite. Elle avait été amputée de force, cautérisée et autorisée à guérir correctement. Aujourd'hui, 5 ans après cette révélation dévastatrice au bureau de maître Dupont, je me tiens sur le porche de la maison de l'avenue des Pins. Mes parents sont décédés paisiblement à 6 mois d'intervalle l'année dernière. Ils sont morts. En sachant qu'ils avaient enfin fait ce qu'il fallait pour moi et en sachant que Kevin tenait sur ses 2 pieds. Je possède la maison libre de toute charge. Je traverse les pièces vides, le parquet craquant sous mes bottes. Je passe mes doigts sur les encadrements de portes que j'ai réparés, les murs que j'ai peints, le toit que j'ai empêché de fuir. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir été si impitoyable. Ils me demandent si prendre les maisons et couper l'argent était trop brutal. Ils me disent que la famille est la famille. Je leur dis qu'ils ne comprennent pas la vraie définition de la famille. La famille n'est pas un chèque en blanc. La famille n'est pas un pacte de suicide, où les responsables se noient pour maintenir les irresponsables à flot. L'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Ce n'est que de l'exploitation, portant un masque d'obligation. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour un parasite est de couper l'hôte. Parfois, une famille doit s'effondrer complètement avant de pouvoir être reconstruite sur une fondation en béton plutôt que sur du sable. Je n'ai pas seulement hérité de 2 maisons. J'ai assuré mon héritage. J'ai forcé mon frère à devenir un homme. J'ai donné à mes parents le cadeau de l'indépendance avant leur mort. Et j'ai appris la leçon la plus vitale qu'un homme puisse apprendre dans ce monde. Vous ne pouvez pas acheter le respect. Et vous ne devriez certainement pas financer votre propre manque de respect. Le grand livre est équilibré. La dette est payée et pour la première fois de ma vie, je suis entièrement en paix. Mec, je vibre d'énergie en ce moment.
C'est la définition du karma. Arthur n'était pas seulement une victime. C'était un titan absolu qui s'est enfin réveillé. Ses parents étaient de purs prédateurs financiers. Ils ont utilisé l'idée de famille comme une arme pour le saigner à blanc de 254 830 $ pour protéger un criminel littéral. Et le fait qu'ils aient essayé de le poursuivre pour contrainte exercée sur des personnes âgées alors qu'ils étaient eux-mêmes en train de commettre une fraude, c'est fou. Je n'ai aucune sympathie pour Kevin, qui se retrouve dans une pension de famille à travailler la nuit dans un entrepôt. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Et honnêtement, Arthur a laissé ses parents vivre dans la maison gratuitement, mais en réduisant leur argent à 350 $, c'était bien plus généreux que ce que j'aurais été. J'aurais vendu cette maison et les aurais laissés se débrouiller. Cette histoire prouve que l'amour inconditionnel ne signifie pas un soutien financier inconditionnel. L'utilisateur survivant d'une famille toxique dit « OP est un héros ». Mais parents ont fait quelque chose de similaire avec ma sœur paresseuse. Il faut couper le cancer. Je te comprends, survivant d'une famille toxique. C'est fou. Comme les parents sacrifieront littéralement leur enfant qui réussit pour dorloter celui qui ne sert à rien. Tu as 100% raison. Les couper est le seul remède. Reste fort. L'utilisateur de Villebois-Neuf dit « Non, mec. Expulser son propre frère et laisser ses parents mourir de faim, c'est trop loin. La famille. C'est la famille. » Vous êtes sérieux en ce moment, de Villebois 99 ? Avons-nous même lu la même histoire ? Le frère a commis une fraude fédérale et les parents ont aidé à voler plus de 200 000 $. La famille ne commet pas de fraude contre vous. Arthur ne les a pas laissés mourir de faim. Il leur a fourni un toit alors qu'ils méritaient la rue. Vous devez revoir vos priorités. L'utilisateur Reality Check 101 dit, le vrai MVP ici est l'avocat, Dupont, qui lui a pratiquement donné les clés pour reprendre les maisons. Oui, Reality Check 101. Dupont s'est finalement réveillé et a fait ce qu'il fallait. Bien qu'honnêtement, il est resté silencieux pendant que la mère faisait son sale boulot au début.